Toul, une petite ville de l'est de la France dans une boucle de la Moselle. Ma ville, celle que ma silhouette domine et définit. Je suis née il y a 800 ans sous ma forme actuelle, mais j'existais déjà avant. Laissez-moi vous conter l'histoire de ma longue vie, de toutes les formes que j'ai empruntées, des hérédités qui m'ont marquée, des accidents qui m'ont abîmée et des personnes qui m'ont bâtie et reconstruite avec passion et ténacité. Pourquoi suis-je là, au milieu de cette petite ville de Toul ? Tout commence au 5e siècle, dans une époque troublée. Nous sommes alors en terre d'empire, l'empire germanique. Cette appartenance s'estompera au fur et à mesure des siècles et des changements géopolitiques, jusqu'à être récusée par la ville au XVIe siècle. Toul passera alors sous le giron du royaume de France. Pour le moment, une nouvelle religion se répand partout et remplace les anciens dieux romains et gaulois. Les évêques sont envoyés pour évangéliser les populations en Gaule comme en Germanie. C'est un nommé Mansuy qui échoit à la cité. Dans les faits, les évêques sont très puissants à Toul au début de son histoire. Ce sont les vrais seigneurs de la ville. Des premières constructions, supposées en bois, on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il y avait sans doute 2 édifices, l'un dédié à la Vierge Marie et l'autre à Saint-Étienne. Au 7e et 8e siècle, il y a assurément 2 églises. Hélas, je brûle 2 fois entre 750 et 788, et toutes mes archives avec. L'évêque Frotter me reconstruit au IXe siècle et il y a aussi désormais une église baptismale Saint-Jean-des-Fonts. Mais les Normands envahissent la France et arrivent jusqu'à Toul en 893. Je brûle à nouveau. C'est mon nouvel évêque, un nommé Ludelme, qui me reconstruit plus haute, plus vaste. D'ailleurs, Ludelme est le premier à vouloir se faire enterrer en mon sein. Enfin arrive celui qui me donnera notoriété et puissance, Saint Gérard. Entre 963 et sa mort en 994, il reconstruit tout un groupe cathédral composé d'une basilique cathédrale, d'une église vouée à Notre-Dame et d'une église baptistère Saint-Jean-des-Fonts. Cet évêque, aussi malin que pieux, saura même se procurer des reliques de Saint-Étienne, ce qui attire des pèlerins. Je suis consacré en 984, mais ne suis pas encore achevé. Mais en 1033, le comte de Champagne ruine la ville de Toul et me laisse très abîmée. C'est l'évêque Pibon qui se fait mon nouveau reconstructeur. Et il ajoute aussi sa touche, car il me donne une façade occidentale massive que l'on appelle tour de Pibon. Au XIIe siècle, on me reconstruit encore, cette fois avec des formes romanes. Cette architecture se caractérise par ses importants murs de pierre et ses voûtes en berceau.
Mon chevet est inspiré du modèle de Trèves ou encore de Verdun. Il est dit Trévirois-Lorrain. 2 tours à plan carré en serrent le cœur. L'espace roman est tissé d'ombre et de mystère. Il est créé pour abriter dans un écrin de ténèbres la lumière de Dieu. Mes murs à cette époque sont épais, mes fenêtres petites et rares. Et puis, en quelques années, au début du XIIe siècle, émerge une autre façon de construire les églises. Mes murs s'allègent, mes fenêtres s'agrandissent jusqu'au vertige. L'espace gothique est fait de pleine lumière, de plus en plus aérienne, de plus en plus haute, je baigne dans la lumière. Vers le début du XIIIe siècle, la Champagne s'essaye avec succès à cette nouvelle façon de construire qui vient d'Île-de-France. Je serai donc, encore une fois, reconstruite. Toul est ville épiscopale, mais aussi canoniale. Ce sont les autres acteurs religieux en place à Toul depuis le Xe siècle, les chanoines du chapitre. Il s'agit de prêtres, principalement issus de la noblesse, qui vivent autour de la cathédrale et ont obligation d'y assurer les heures et autres offices liturgiques. Désormais, ils vont acquérir de plus en plus de pouvoir, au point d'éclipser même celui de l'évêque. Ce sont eux, les fondateurs collectifs de mon visage gothique. Ils tiennent les comptes et collectent les fonds. Le chapitre assurera la continuité financière et architecturale jusqu'en 1790. On commence toujours la construction d'une église par le chœur, c'est-à-dire l'endroit où est situé l'autel principal. Ainsi, le culte peut commencer dès avant l'achèvement de la nef. On pense que mon chantier gothique débute entre 1207 et 1221. Sans doute, l'église romane est conservée le plus longtemps possible à l'intérieur de la structure gothique. Le plan du chevet, Trévirois-Lorrain, si singulier, à pan coupé, encadré de 2 tours, est conservé. On peut diviser les ouvriers en 3 catégories principales. Il y a ceux qui travaillent la pierre, répartis entre tailleurs et sculpteurs. Deuxième catégorie, les ouvriers qui travaillent le bois, charpentiers et menuisiers. Enfin, troisième catégorie, ceux qui travaillent le métal, forgerons et ferronniers. L'évêque Roger de Mercie fait poser des vitraux. La Lorraine est riche en production verrière, tout comme la Champagne voisine. Historiés, ils sont beauté, mais aussi savoir. Ils racontent l'histoire sainte en couleurs et lumière. En 1253, mon chœur et les 2 tours qui le flanquent sont achevés. J'ai un nouveau maître d'œuvre. Le transept et la 8e travée de la nef, et sans doute les 2 premières travées du cloître sont construits par ses soins. Mon transept est très vaste en proportion de mon chœur. On a sans doute décidé de m'agrandir par rapport à mes plans initiaux. Et il est aussi plus haut de 4 mètres. Cette situation quelque peu étrange restera ainsi jusqu'au XVIe siècle. On sait qu'en 1269, le bras sud du transept est achevé. Il fait presque 2 mètres de dénivelé par rapport à la croisée du transept. Suis-je peinte ? Oui, sans hésitation.
On a retrouvé des traces de pigments de différentes époques et dès le XIIIe siècle, je suis colorée. Mon chantier accompagne les saisons et fait travailler toute une petite société, directement et indirectement. Pendant l'hiver, les tailleurs travaillent en intérieur, par exemple à des détails décoratifs de frises ou de chapiteaux. Un chantier, nous l'avons vu, est saisonnier. Mais il est aussi soumis aux aléas historiques. Des aléas, le XIVe siècle en Europe en est rempli. La guerre de 100 ans s'éternise entre royaumes de France et d'Angleterre. Les épidémies meurtrières de peste et d'autres maladies moissonnent entre un tiers et la moitié de la population européenne. Et la crise économique aggrave les famines et disettes. Le XIVe siècle connaît, avec la fin du Moyen Âge, de profonds bouleversements dans tous les domaines. À Toul, les habitants, appelés citins, ne sont d'ailleurs pas toujours d'accord avec l'évêque et les chanoines, et des révoltes obligent parfois ces derniers à s'exiler quelques mois, voire quelques années. La priorité est à la subsistance de la ville, du chapitre et de l'évêché. Sur les murs en construction descend un grand silence de presque un siècle. J'attends des jours meilleurs. Les années 1360 ou 1370 voient mon réveil. Dans une situation politique et économique stabilisée, les chanoines trouvent des fonds pour relancer ma construction, notamment avec la quête de Saint Gérard, qui va de village en village avec des reliques. Bénédiction et vénération de reliques et indulgence contre participation financière. La formule marche bien. Le chapitre fait appel à un architecte nommé Pierre Perrat, qui œuvre aussi sur Verdun. On pense que j'abrite encore la vieille nef romane qui permet à la cathédrale de fonctionner sans interruption liée au chantier. On commence par construire les murs des collatéraux sur toute leur longueur, puis le niveau des fenêtres hautes avant le couvrement. On choisit de garder le dessin de la travée existante du XIIIe siècle comme modèle des 4 nouvelles travées. Entre-temps, le gothique a évolué, mais pas pour moi, pas encore. La continuité paraît être le maître mot de mes commanditaires, les chanoines, tant pour mon cloître que pour mes murs. Je n'aurai de verrières ou de vitraux qu'après les murs montés. Il y a donc des systèmes de fermeture temporaire en bois, en peau tendue ou en toile de lin. Le cloître qui me flanque au sud est vaste et très homogène. Il remplace vraisemblablement un ancien cloître roman aux proportions généreuses. Un cloître, c'est un jardin de recueillement, de prières et de processions parfois. C'est aussi un espace pivot de distribution entre la cathédrale, la salle du chapitre, les autres pièces dédiées aux chanoines et l'espace public. Ces 21 larges travées voûtées d'ogives abritent les déambulations sous 3 galeries. La construction est soignée et d'ailleurs elle est inspirée des tribunes de mes tours de chevet. Je conserve encore la tour de Pibon qui arrête la nef gothique et d'ailleurs la contrebute, c'est-à-dire en assure la stabilité.
Elle disparaîtra, mais pas avant qu'on ait entamé les travaux de la façade occidentale. En moins de 50 ans, ma façade est achevée. L'architecte Tristan de Hattonchâtel en donne le dessin et maître Jacquemin, de Lenoncourt, exécute le projet et suit le chantier. C'est ce que l'on appelle une façade harmonique, dans un gothique très français, avec des proportions précises et des tracés régulateurs fondés sur des rapports géométriques. Ma façade est marquée par les formes flamboyantes. Cette dernière déclinaison du gothique complexifie les formes qui deviennent souples et foisonnantes. Je suis enveloppée dans un réseau de pierres plus délicat et fin que sur mes autres faces. La tour de Pibon démolie laisse un trou béant. Malgré cela, je reste une totalité, un monde cohérent et unifié. Les tours, ce sont aussi mes haut-parleurs, car ce sont des clochers en plus d'être des phares spirituels. Elles sonnent l'heure et rappellent à chacun le temps des offices. Un couronnement en flèches de pierre semble avoir été prévu, mais non réalisé. Ajourées pour peser moins sur les murs et assurer une meilleure stabilité au vent, elles auraient culminé à 90 mètres. Elle est peinte aussi. La couleur est un attrait supplémentaire qui illumine la pierre. C'est aussi une façade pédagogique et symbolique, régie par un programme iconographique très précis. Concrètement, le programme iconographique fixe, niveau par niveau, du thème de mes statues et sculptures. Ma statuaire est un prêche. Enfin, il faut en finir avec ma nef. Avec quelques modifications dans les réseaux des fenêtres hautes, les 3 dernières travées sont construites sur le même modèle que celles qui existent. Là encore, on conserve les formes pour une meilleure cohérence. Mais je vais connaître encore quelques modifications. En 1511, le chapitre décide de reprendre mon cœur pour l'exaucer, c'est-à-dire lui donner les 4 mètres qui lui manquaient pour être au niveau du transept. Mes tours de chevet sont aussi dotées d'une toiture définitive, sans doute des flèches à jour en pierre qui répondent à celles de ma nouvelle façade. Au même moment, Toul se trouve prise, comme souvent, entre 2 camps, français et allemands. Lors du conflit, pour défendre la ville contre les Français, les soldats veulent installer des canons sur ma toiture. Le chapitre proteste, mais doit payer pour un ouvrage militaire compensatoire. À la croisée du transept, là où il y avait peut-être une 5e tour, on pose le campanile à la boule d'or en 1534. Il est symboliquement placé au-dessus du tombeau de Saint Gérard. D'autre part, 2 nouvelles chapelles Renaissance viennent se greffer sur ma nef. Au nord, la chapelle des évêques, et au sud, la chapelle Jean Forget. Enfin, un monumental jubé clôture mon chœur liturgique édifié sous l'évêque Toussaint d'Auxédie. Pourquoi, en 1561, les parties hautes de la tour Saint-Paul, qui flanquent mon chœur au sud, s'effondrent-elles? On ne sait pas précisément, mais une charge trop lourde et une toiture endommagée pourraient y avoir contribué. Pour éviter de renouveler l'accident, on découronne la tour Saint-Pierre de sa flèche,
et on couvre les deux avec des toitures en dôme. Ma silhouette change à nouveau. Parlons un peu de ma voix. Il y a les cloches, évidemment, mais pas uniquement. J'ai des orgues depuis au moins le XVe siècle, mais rien à ma mesure, ou plutôt à ma démesure. Cela sera comblé en 1750 avec l'installation d'un très grand buffet d'orgue sur une tribune construite au-dessus de l'entrée. Inconvénient de l'ampleur de l'objet, il cache désormais la rose vue de l'intérieur. Cet ensemble classique, qui compte plus de 1000 tuyaux, c'est ma voix retrouvée. Hélas, une nouvelle époque tourmentée s'ouvre devant moi. Depuis maintenant 800 ans, je suis là, grâce à vous tous qui m'avez portée, reconstruite, restaurée à travers les aléas des siècles. Regardez-moi, je suis toujours là.